Vous savez qu'on vient de finir la commission d'enquête initiée par la France Insoumise, commission d'enquête parlementaire sur les fonds prédateurs, dont le journal Les Échos dit, j'en suis très fière, que ça fait trembler la bourse de Paris, enfin la bourse, plutôt le milieu des affaires parisiens, et c'était bien le but de faire trembler ces fonds prédateurs qui vivaient dans l'ombre. C'était vraiment des fonds vautours qui vivent dans l'ombre et que j'espère on a réussi à mettre en lumière. Donc j'en étais rapporteur pendant 6 mois, le rapport vient de sortir et on vient de faire d'ailleurs des états généraux des victimes des fonds prédateurs avec tout un tas de salariés de plein de boîtes qui sont venus témoigner. C'était avant-hier et on va en sortir des extraits au fur et à mesure. C'est sur mes réseaux sociaux, ceux du mouvement, ceux du groupe parlementaire de la France Insoumise. Mais en tout cas, ils sont venus témoigner et en fait, on se rend compte que partout, les salariés de tout un tas de boîtes vivent la même chose. Et pour tout vous dire, ces boîtes, c'est dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand vous vous levez, et par exemple, si vous amenez votre enfant à la crèche, ça commence dès maintenant parce qu'il y a plein de crèches qui sont mangées par des fonds prédateurs, c'est-à-dire leur capital appartient à des fonds prédateurs, par exemple People and Baby, Babylou, etc. Ensuite, si vous allez vous faire une prise de sang avant de partir au travail, sachez que si vous allez dans des laboratoires d'analyse médicale Cerba, qui est le mastodonte des laboratoires d'analyse médicale, ça a été mangé par un fonds prédateur, en l'occurrence le fonds suédois Equity. Et puis, si vous avez un peu de temps pour aller faire une course après le boulot pour du bricolage au magasin La Paire, ça aussi, c'est le fonds allemand Mutares. Et puis, si vous allez ensuite vous connecter sur impôts.gouv.fr ou si vous utilisez ma carte vitale, ça, sachez que c'est des services numériques d'Atos qui a été mangés par des fonds spéculatifs. 30% du capital d'Atos, ce sont des fonds prédateurs également, des fonds spéculatifs. Voilà, et la liste est très, très longue. Voilà, donc sachez que ces fonds prédateurs sont en train de tout manger. Si par exemple, vous allez ensuite chez le dentiste ou dans une clinique vétérinaire ou dans une clinique privée d'Elsan, tout ça a été mangé par des fonds prédateurs. Par exemple, tous les cabinets médicaux sont en train d'être récupérés petit à petit par des fonds prédateurs. Vous voyez, c'est dans votre vie de tous les jours. Et ces fonds prédateurs, vous me direz à quoi ils servent. Et je m'arrête là et je vais regarder vos questions. Les fonds prédateurs, ils servent à enrichir comme jamais les financiers, les grands détenteurs de capitaux, puisque ces fonds, c'est la nouvelle finance. C'est ça qui permet de sortir des taux de rentabilité hallucinants de 15% pour les grandes fortunes. Ces fonds d'investissement, en fait, les grandes fortunes mettent leur argent dedans et ces fonds, ils doivent en extraire un maximum de valeur. Donc comment ils font? Ils vont capter le capital d'entreprise, les piller et faire ressortir un maximum de thunes pour ce fonds d'investissement, donc les grandes fortunes. Donc pour faire vite, ces fonds prédateurs, c'est vraiment des fonds qui pillent les entreprises pour en extraire le maximum de fric, pour enrichir au maximum les financiers. Et tout ça a mangé une grande partie de l'économie française, puisque près de 3 millions d'emplois sont désormais dans des entreprises bouffées, saccagées, mangées par ces fonds prédateurs, du moins des fonds d'investissement qui développent des pratiques prédatrices. Voilà pour le petit résumé. Et même si vous regardez un match de foot, puisque c'est le cas en ce moment, si vous regardez un match de foot, sachez que la plupart des clubs de foot aussi ont été récupérés par des fonds d'investissement et cette nouvelle finance. Voilà. Évidemment, tout ça nous fait dire qu'il est absolument nécessaire qu'en 2027, nous gagnions parce que nous serons les seuls à véritablement combattre la finance et à être en mesure de la désarmer de désarmer la finance tout simplement pour réarmer notre production française et notre souveraineté. Pour contrer ça, c'est quoi les meilleures mesures? Voilà une bonne question de Trevor Belnades. C'est quoi les mesures? Eh bien, d'abord, il faut, à mon avis, interdire les pratiques les plus prédatrices. Par exemple, je vais donner un exemple, le fonds vautour Mutares, qui a mangé la paire, qui a mangé la grande industrie automobile Valor, qui a mangé plein de choses. Le fonds vautour allemand Mutares, que tout le monde laisse faire, comment ils font pour capter un maximum de thunes? Ils mangent l'entreprise, c'est-à-dire ils l'achètent, avec la bénédiction du gouvernement, des tribunaux de commerce et tout ça. On pourra reparler du système autour de tout ça qui permet aux fonds prédateurs de prospérer. Donc ils mangent les magasins et les usines La Paire, c'est le cas depuis quelques années. Et comment ils aspirent tout le fric des magasins et des usines La Paire, dans lesquels vous allez acheter votre bricolage? Ils l'aspirent en imposant des frais de conseil exorbitants, frais de conseil évidemment payés à Mutares, des frais de gestion payés à Mutares. Aussi, ils vendent les murs, ils vendent les usines, une par une, et une fois que ces usines ou ces magasins sont vendus, ça augmente la trésorerie de l'entreprise qui ensuite peut payer à Mutares des frais de conseil, des frais de gestion et tout ça. Toutes ces pratiques, il faut les interdire tout simplement. Donc nous sommes pour interdire ces pratiques prédatrices, premièrement. Deuxièmement, il faut que l'État reprenne la main et que notamment on renforce énormément ce qu'on appelle le contrôle des investissements étrangers. Dès qu'il y a un fonds étranger, un groupe étranger qui veut prendre une entreprise française au-dessus d'un certain montant, il faut qu'il y ait une autorisation de l'État pour cette captation ou pour interdire cette captation. Et puis troisièmement, et c'est sans doute le plus important,
eh ben, il faut aussi offrir des alternatives pour financer les entreprises en difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parfois, elles n'ont pas d'autre choix qu'un fonds prédateur, sinon c'est la faillite. Et donc, il faut, disons, instaurer un pôle public bancaire, une banque publique des besoins, avec un fonds public qui viendrait investir dans les entreprises et donc qui ira dans le capital d'entreprises dont on a besoin, qui sont en difficulté, mais dont on a absolument besoin. Et aujourd'hui, normalement, ça devrait exister, c'est la Banque publique d'investissement, sauf que la BPI, la Banque publique d'investissement, qui du coup a votre argent, a l'argent des Français, la Banque publique d'investissement, plutôt que d'aider des entreprises en difficulté, ce qu'elle fait, c'est qu'en réalité, elle va financer directement ces fonds d'investissement. Non seulement elle ne vient pas aider des entreprises en difficulté, non seulement elle n'aide pas l'économie des besoins, mais en plus, elle vient aider la finance prédatrice et elle participe aux pratiques prédatrices. Et ça, c'est un véritable scandale. Et évidemment, nous mettrons sous contrôle démocratique la Banque publique d'investissement, qui a un directeur qui s'appelle Monsieur Dufourcq, qui est en place depuis 2013, qui a été nommé par François Hollande et qui a vraiment une politique d'aide à cette finance prédatrice. Le rapport pourra servir pour chiffrer, qualifier toutes les pertes avant nationalisation. Oui, alors ça, c'est la question de la nationalisation. Parfois, les fonds ont tellement fait de dégâts. La Macronie a tellement ouvert la porte à la finance prédatrice qu'on n'aura plus d'autre choix que de nationaliser. Je vais vous prendre le cas d'Atos. Atos, c'est l'entreprise vraiment stratégique pour le numérique de la France. Si vous voulez, si on veut une souveraineté numérique, ça passe d'abord par Atos. C'est aujourd'hui 65 000 salariés, ça en faisait même 120 000. C'est Atos qui gère la plupart de nos services publics numériques, c'est ce que je vous disais, hein, impôts.gouv.fr, monpasseport.net, ma carte vitale, tout ça c'est Atos. Mais ça fait aussi la cybersécurité, les programmes de l'armée, ça faisait les programmes du nucléaire et tout. Et bien Atos a été vendu à des fonds spéculatifs étrangers qui en ce moment saccage cette multinationale française du numérique. Donc si on veut aujourd'hui restaurer une souveraineté numérique, je pense qu'on sera obligé de nationaliser Atos, tellement la Macronie a fait du mal à Atos. Voilà, donc ça c'est un exemple, effectivement, non seulement il faut une banque publique des besoins avec un fonds public pour les entreprises en difficulté, mais parfois on sera obligé de nationaliser quand la Macronie a vraiment fait trop de mal. Donc malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais enfin la nationalisation sera parfois obligatoire. Voilà, alors, spéciale dédicace à Thierry Breton, ben oui, parce qu'Atos, typiquement, ça a été, en fait, c'était considéré comme la fille naturelle de l'État. Le PDG d'Atos a été longtemps Thierry Breton. Mais ensuite, dans le conseil d'administration suivant, quand Thierry Breton est parti, ben, il y a eu Édouard Philippe, par exemple, pendant des années dans le conseil d'administration d'Atos. Et donc, tous ces gens-là sont responsables de ce scandale industriel, de ce fiasco industriel qu'est Atos. C'est-à-dire qu'on a eu des Édouard Philippe ou des Thierry Breton qui, in fine, ont fait en sorte que Atos finisse dans les mains de fonds spéculatifs étrangers. Une entreprise qui faisait 120 000 salariés, qui était un fleuron, un immense fleuron du numérique français. Et aujourd'hui, je ne vois pas d'autre solution si on veut éviter cette catastrophe industrielle. Je ne vois pas d'autre solution que la nationalisation. Possible de les punir. Je sais pas. Ah oui, vous parlez de tous ces. Oui, je pense qu'il faudra en tout cas réfléchir à un certain nombre de poursuites judiciaires. Ce qui est sûr, c'est que quand nous arriverons au pouvoir, il y aura un grand ménage à faire, une très forte régulation, voire plus, dans tout ce qui aujourd'hui forme un système. Je m'explique. Dans cette commission d'enquête aussi, ce qu'on a mis en exergue, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a tout un système qui sert les fonds prédateurs. Ce système, il a été consolidé, renforcé, élargi, particulièrement sous Macron, mais pas seulement quand il devient président de la République, bien avant, sous François Hollande, quand il devient ministre de l'économie. D'accord ? C'est pour ça que je parle d'un système macroniste qui remonte en fait à 2013-2014. Et en fait, ce système, il tient d'abord par plusieurs rouages. Premier rouage, c'est Bercy et le ministère de l'économie, qui autorisent des ventes à des fonds d'investissement étrangers, qui a pris, et par ailleurs avec des avantages fiscaux énormes pour les fonds prédateurs. Et donc tout ça sous la houlette est dirigé par le ministère de l'économie, même s'il y a des lois affreuses qui par ailleurs ont été votées sous la Macronie et à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, ce sont les tribunaux de commerce. Et il faudra revoir les tribunaux de commerce et la justice commerciale de la cave au grenier. Par exemple, le président du tribunal de commerce de Paris, qu'on a auditionné, sachez qu'il a bossé plus de 10 ans dans un fonds d'investissement, Euraseo, et qu'il a, il a été celui qui a décidé, en tout cas qui a autorisé la vente
par exemple, des magasins La Paire dont je vous parlais, au fonds allemand Mutares, dont on sait très bien que c'était un fonds vautour. Donc il y a un vrai problème aussi du côté des tribunaux de commerce qui favorisent beaucoup les fonds d'investissement et qui défavorisent beaucoup des projets industriels et des reprises par les salariés. Et par exemple, nous nous obligerons à ce que la priorité, le critère principal dans le cas où on doit choisir des repreneurs, ce soit le maintien de l'emploi, le maintien de la production, les reprises par les salariés, plutôt que le remboursement des créanciers et des logiques de court terme financières. Voilà. Donc, premier rouage, je vous disais, Bercy et le ministère de l'économie et le ministre de l'économie. Deuxième rouage, les tribunaux de commerce. Troisième rouage, très important, la banque publique d'investissement dont je vous ai parlé. Mais tout ça ne tient que parce qu'il y a un peu aussi une république des copains. Par exemple, on a découvert que beaucoup des dirigeants actuellement des fonds prédateurs, des fonds d'investissement, ce sont en fait des anciens directeurs de Bercy, des anciens directeurs de cabinet ministériel de la Macronie, voire des anciens ministres. Dans les fonds d'investissement, donc à la direction des fonds d'investissement, on retrouve François Fillon, ou Nathalie Kosciusko-Morizet, Fleur Pellerin, Julien de Normandie, Florence Parly, etc. Donc plein de ministres macronistes qui aujourd'hui gagnent des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros chaque année par leur reconversion dans ce fonds d'investissement. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui de pantouflage, voire de népotisme, puisque par exemple, dans le fonds KT Capital, qui est le premier fonds financé par la Banque publique d'investissement, donc par notre argent, on y retrouve qui? Eh bien, on y retrouve non seulement l'ancien directeur général du Trésor à Bercy, mais on y retrouve le fils du directeur de la Banque publique d'investissement. On y retrouve le fils de M. Pouyanné. Vous voyez tout ce système qu'on a pu dévoiler pendant ces 6 mois de commission d'enquête. C'est un système qu'on devra mettre à bas par des règles, par des lois, mais aussi, sans doute, il faudra aussi que la justice fasse son travail quand c'est nécessaire, parce que je pense qu'il y a aussi un certain nombre de réalités qui doivent faire partie des actions en justice. Par exemple, je viens de faire un signalement auprès de l'autorité des marchés financiers contre un fonds prédateur, le fonds Alpha Blue Océan basé aux Bahamas, qui est en train vraiment de saccager, de liquider plusieurs usines françaises, les fonderies de Bretagne, Valdune ou encore les forges de Tarbes, qui sont ni plus ni moins que des usines pour l'armée, par ailleurs, d'armement, quoi. Voilà ce qu'on retrouve dans le saccage des fonds prédateurs. Alors, est-ce qu'on pourra vraiment appliquer le programme de la France insoumise? J'ai peur de la mainmise des tribunaux d'arbitrage. Est-ce qu'on pourra vraiment... C'est une question peut-être plus générale. Alors, sur le programme de la France insoumise, nous n'avons de cesse que de montrer que c'est tout à fait crédible, faisable. Je le rappelle, nous travaillons avec énormément de réseaux. Par exemple, quelqu'un parlait des chefs d'entreprise. Il se trouve que pour ma part, et pour la part de la France insoumise, nous travaillons avec un réseau des petits patrons insoumis. Ils sont 4 à 500. Et par ailleurs, nous discutons très, très fréquemment avec les représentants des organisations patronales et particulièrement des organisations de petites et moyennes entreprises avec lesquelles nous construisons parfois un certain nombre de propositions. Et nous travaillons évidemment aussi avec tout un tas d'experts économistes. Donc vous voyez, et par ailleurs, je le rappelle, nous sommes la seule force politique à avoir budgété notre programme pour la présidentielle. Donc souvent on est attaqué sur notre programmation budgétaire. Sachez que si nous sommes attaqués, c'est bien parce que nous sommes les seuls à le faire. Donc c'est facile quand on ne fait pas quand on fait pas de programmation budgétaire, quand on ne chiffre pas son programme, bah, c'est facile de ne pas être attaqué, il n'y en a pas. Mais en l'occurrence, nous on le fait. Et en plus, on le fait même sur la base du modèle de la Banque de France, avec des économistes qui viennent de toutes les institutions, les meilleures institutions économiques françaises. Certains sont anonymes, d'autres pas. Et c'est comme ça que nous sommes certains d'avoir aujourd'hui un programme qui se tient, qui est faisable, à la fois sur le plan budgétaire et sur le plan très concret. C'est pas seulement qu'il est possible, c'est qu'il est absolument nécessaire. D'ailleurs, un autre monde n'est pas seulement possible, il est absolument nécessaire. Et que si nous ne faisons pas de changement radical et systémique de notre économie, nous allons en réalité droit dans le mur. Et les macronistes nous font aller droit dans le mur depuis 9 ans. Je veux dire, on peut regarder tous les indicateurs économiques, ils sont tous au rouge, quoi. Donc, ça ne s'arrange pas. Hein. Aujourd'hui, je lisais les derniers chiffres parus de l'INSEE sur la croissance et sur l'inflation, c'est sur le taux de pauvreté. Je lisais même le rapport de la Commission européenne sur l'économie française, qui est à charge complètement sur l'économie française. Vous voyez, c'est même pas les insoumis qui le disent, c'est la Commission européenne, qui dit par exemple qu'on a pris un retard phénoménal dans la conversion écologique parce qu'on n'y a pas mis les moyens sur les entreprises et leur reconversion, qu'on a pris un retard phénoménal par exemple sur la rénovation thermique des logements parce que la Macronie a fait n'importe quoi, voilà, et que en fait l'austérité budgétaire mène à la catastrophe. Donc ils n'ont pas de plan. Tout ce qu'ils font, c'est de l'austérité budgétaire et de l'idéologie néolibérale. Et d'ailleurs, je vais vous parler des fonds prédateurs. C'est une politique véritablement incendiaire qui a été réalisée par M. Macron et tout son système depuis qu'il est aux manettes. Il a fait une politique parfaite d'ancien banquier d'affaires. Mais je suis désolée, la France ne peut pas juste être gérée comme une énorme banque d'affaires, une start-up nation. En réalité, il y a des gens
Il y a d'énormes savoir-faire, il y a une souveraineté industrielle à restaurer et une planification écologique à opérer. Et nous y sommes prêts, nous travaillons ardemment, grâce notamment aussi à notre super institut de la Boétie, où nous avons d'énormes talents et savoirs réunis. Voilà. Est-ce possible de changer les règles des finances, des rachats, ou c'est totalement utopique? Ben non, c'est pas du tout utopique. D'ailleurs, mon rapport de commission d'enquête fait 40 recommandations qui sont toutes pesées, réfléchies, travaillées sur le plan juridique. Le jour où nous arriverons au pouvoir en 2027, nous comptons bien mettre en œuvre ces 40 recommandations, hein, pour être clair. Et je peux vous assurer que de mettre en œuvre ces 40 recommandations, eh ben, c'est un énorme désarmement de la finance prédatrice. Alors, mais vous n'avez pas géré ou travaillé une entreprise TPE grande boîte. C'est pas un peu compliqué d'en parler? Faire des lois? On dirait qu'il y a un macroniste qui s'est incrusté parmi nous. Parce que je retrouve les arguments classiques des macronistes. D'abord, alors sachez que parmi nos députés, nous n'avons pas que des chefs d'entreprise ou en général des directeurs de ressources humaines des entreprises, hein, parce que c'est en général ça, il y a beaucoup de macronistes qui sont des anciens directeurs de ressources humaines. Nous avons tout. Nous avons des anciens chefs d'entreprise dans les députés, mais nous avons aussi, moi pour ma part, j'ai été professeur d'économie à la fac, enfin dans l'enseignement supérieur et chercheuse pendant 20 ans, et c'est un magnifique métier. Nous avons à l'Assemblée des agriculteurs, nous avons à l'Assemblée des ouvriers, nous avons des soignants, nous avons toute la société. Et en réalité, fort heureusement et contrairement aux macronistes, nous avons une belle diversité de tous les métiers en France. Voilà, et je crois que c'est ça qui fait notre richesse. Et donc non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir été chef d'entreprise pour savoir parler de la finance et de l'économie, je vous rassure. Voilà, si c'était pour le macroniste qui s'est incrusté dans notre discussion. Évidemment, il y a tous les travaux que l'on fait en tant que député et qui sont très suivis, j'imagine. Mais effectivement, il y a aussi un immense travail militant réalisé par les Insoumis. Et nous avons des groupes d'action partout en France. Pour ma part, dans ma circonscription, il y a 5 groupes d'action dans chacune des villes. Et donc, voilà, évidemment, s'il y a des gens, je le vois ici sur le chat, qui souhaitent s'engager contre la finance prédatrice et pour sauver notre production et notre souveraineté industrielle et notre planification écologique, eh bien, allez-y, ça se passe dans les groupes d'action de la France insoumise. Alors, comment on va faire pour démettre de leurs fonctions? Alors, c'est une bonne question. En fait, je vais parler justement de comment on fait quand on arrive au pouvoir, sachant que à Bercy, par exemple, ou ailleurs, il y a des directeurs généraux, des cabinets qui sont vraiment, je pense, convaincus et engagés dans la politique ultralibérale macroniste. Bon. Bah, de toute façon, il faut savoir que les directions générales, hein, de ministères, bon, moi j'ai été pour ma part aussi... J'étais haut fonctionnaire, hein, donc pendant un tout petit moment, mais je l'étais, et donc je connais bien le milieu. En fait, il faut savoir que les directions générales des ministères, c'est des directions politiques. C'est-à-dire que, évidemment, tout ministre, à chaque fois qu'il y a un changement de couleur politique, il y a un changement des plus hauts postes de la haute fonction publique, et c'est bien normal. De la même façon qu'il y a évidemment un renouvellement complet des cabinets. Et donc ça aussi, nous nous apprêtons à gouverner en préparant aussi eh bien, un changement profond de ce point de vue-là. Donc là aussi, nous sommes tout à fait prêts à gouverner. Nous nous préparons en tout cas à gouverner. Est-ce que vous avez prévu des mesures pour contrer le fait que les entreprises gonflent leurs prix? Ah, quand il s'agit de travailler pour des collectivités. Alors d'abord, je voudrais vous parler de la commande publique. La commande publique, on a un énorme problème dans ce pays. C'est que d'abord, on a un gouvernement qui se plie complètement aux mesures ultralibérales de l'Europe et qui refuse absolument de mener quoi que ce soit comme bras de fer avec Bruxelles. Et donc notre commande publique est ouverte, en fait, n'a absolument pas comme condition de maintenir l'emploi local ou de s'orienter vers des PME locales. J'ai un exemple, c'est par exemple les polos des gendarmes. Vous voyez, on pourrait se dire qu'avec notre argent, la commande publique, quand l'État commande des polos en gendarme, au moins c'est commandé à une petite usine de textile française. Bah, pas du tout. La dernière commande, ça a été auprès... il y a eu un appel d'offres, Éminence a répondu, et comme il n'y avait pas de conditions de mise sur l'emploi et que le seul critère, c'était le prix, eh ben, que fait Éminence? Elle fait produire les polos des gendarmes français au Bangladesh, avec l'argent des contribuables français. Avec nous, ce ne sera plus le cas. La commande publique sera conditionnée au fait que ce soit de la production locale, et particulièrement dans des TPE et PME. Donc voilà, et d'ailleurs, je veux vous dire de ce point de vue-là que nous avons, nous, une politique affirmée de soutien, de développement du tissu des TPE et PME. Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand on est un petit patron, je pense que la plupart des petits patrons ont tout à fait intérêt, il y en a des millions en France, hein, ont intérêt à voter pour nous. Parce que, nous allons les protéger face aux multinationales et à la concurrence déloyale. 2, nous allons
leur permet de les protéger face au chaos des marchés, par exemple avec une régulation des prix de l'électricité, qui est une de leurs principales charges. 3, parce que nous allons faire une politique de hausse du pouvoir d'achat. Or, ce sont les TPE et PME qui profitent en premier lieu de la hausse du pouvoir d'achat française, si vous voulez, parce que les multinationales, elles sont essentiellement les multinationales françaises sont essentiellement portées vers les marchés extérieurs. Nous, en renforçant le pouvoir d'achat des Français, et ben, quand vous êtes un boulanger et que les gens autour de vous, vos clients, ils sont un peu moins pauvres qu'avant, ils ont un peu plus de moyens, ben, qu'est-ce que font les gens? Ils achètent une baguette de qualité bio à la boulangerie, ce qui ne pourrait peut-être pas se permettre s'ils ont moins de moyens. Et c'est pareil pour le coiffeur. Regardez les coiffeurs. Les gens, ils vont chez le coiffeur quand ils ont les moyens. Et donc, par exemple, voilà, quand on est un petit coiffeur, on a intérêt à une politique de la France insoumise, à une politique de Jean-Luc Mélenchon qui permettra de renforcer, de soutenir le pouvoir d'achat des classes populaires. Raison pour laquelle notre réseau des petits patrons insoumis a beaucoup de succès. Avez-vous suivi les notes de blog de Frédéric Lordon? Je lis tout le temps Frédéric Lordon, très souvent en tout cas. J'ai discuté de multiples reprises avec lui, même quand j'étais à l'Attaque, puisque j'ai été présidente d'Attaque pendant très longtemps, de façon bénévole d'ailleurs. Et donc, je lis beaucoup parce que je trouve que ce qu'il écrit est exceptionnel. Et donc, voilà, ce qu'il écrit sur la régulation de la finance, il faut savoir que c'est une des personnes qui m'a inspirée pour mener cette commission d'enquête parlementaire contre la finance prédatrice. C'est un des seuls qui en parle réellement, avec Marlène Banquet notamment, qui est d'ailleurs sociologue, dans l'Institut de la Boétie. Et donc, que dit Frédéric Lordon? Il dit qu'en fait, la prochaine crise financière qui couve, elle viendrait de cette nouvelle finance, c'est-à-dire cette finance hors banque, qui n'est pas régulée contrairement aux banques. Donc il faut comprendre qu'après la crise de 2008, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un minimum de règles bancaires qui ont été imposées aux banques, sans doute pas assez, mais quand même un petit peu. Ce qu'on appelle les règles BAL 3. D'accord? Et à côté de ça, il y a eu un super développement d'une finance Far West sans règles, sans garde-fous. Et donc la finance, elle s'est reportée vers ces fonds et cette finance Far West. Donc l'argent s'est déporté là-dessus. Et maintenant, plus de la moitié des actifs financiers mondiaux sont dans cette nouvelle finance Far West. Et c'est ça qui fait craindre la prochaine crise financière. Et elle viendra de ces fonds d'investissement sur lesquels j'ai précisément enquêté pendant 6 mois. Pourquoi? Parce que tous ces fonds d'investissement, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, ils sont allés investir dans des entreprises à fond. Ils ont prêté à ces entreprises, qu'on appelle le crédit privé. Mais ces entreprises, en fait, sont très vulnérables. Et ce qu'on risque d'avoir, c'est en fait des faillites en cascade de toutes ces entreprises, donc des mises en difficulté de tous ces fonds d'investissement. Et comme c'est des fonds d'investissement qui sont énormes, ils font peser des risques systémiques sur l'ensemble de la finance. Par exemple, le fonds américain Apollo, qui fait 1000 milliards d'actifs, il gère 1000 milliards d'actifs, c'est-à-dire l'équivalent de la richesse d'un pays. Eh bien, le fonds Apollo est en grande difficulté du fait de toutes ces pratiques ultra prédatrices. Et comme ces fonds-là ne sont pas régulés comme les banques et qui peuvent notamment prêter à mort sans en avoir les moyens, sans avoir des fonds propres suffisants, eh ben, ils peuvent sauter du jour au lendemain. Et c'est ce qu'on craint aujourd'hui, puisque d'ailleurs, il y a des grandes fortunes qui essayent de retirer leurs fonds, leur argent de ces fonds d'investissement comme le fonds Apollo. Parce qu'ils commencent à se dire, oh là là, ça craint. Et donc, on craint aujourd'hui une crise financière, et Frédéric Lordon en parle beaucoup, en disant attention, il y a la crise financière qui est en train de poindre, et il va falloir réguler très fortement. C'est pourquoi je vous dis que il est absolument essentiel et décisif que nous puissions gagner en 2027. Parce que, vous voyez, cette finance prédatrice, pour de multiples raisons, mais notamment celle-ci, parce que la finance prédatrice est en train de prendre une envolée phénoménale et est en train de mettre en danger non seulement des millions d'emplois en France, directement en ayant capté et en saccageant et en pillant des entreprises françaises pour en capter le maximum de valeur, c'est ce que je vous racontais, mais en plus, cette finance, elle fait craindre une immense crise financière sur le monde entier. Voilà. Et comme en plus, on a laissé le fonds américain Apollo, par exemple, venir investir à mort en France, grâce à la politique macroniste d'attrait à mort des investissements étrangers, comme donc le fonds Apollo et tous ces fonds étrangers sont venus investir à mort en France et qu'ils sont donc du coup dans l'œil du cyclone, et ben, ils peuvent emporter tout un tas d'actifs économiques français. Voilà pourquoi il est absolument urgent de désarmer cette finance et pourquoi on remet au devant de la scène cette question de la finance. Et il n'y a bien que la France insoumise aujourd'hui pour le faire. On va parler des banques conventionnelles. Oui, bien sûr, il y a un sujet sur les banques conventionnelles et d'ailleurs, nous voulons, vous le savez, construire un grand pôle public bancaire avec y compris une socialisation d'une partie du secteur bancaire. Nous voulons des règles beaucoup plus fortes et drastiques sur les banques, mais encore une fois, je vous dis, ça ne sert à rien si à côté de ça, on laisse prospérer toute une finance prédatrice et Far West qui n'a, elle, zéro règle. C'est le Far West complet. Donc, dans l'ordre de priorité, si je puis dire, il faut déjà commencer par cette finance prédatrice.
qui, je vous le dis, a envahi notre économie. Alors, je repars sur cette idée d'une banque publique. Vous dites, on bénéficie déjà d'une banque d'État qui se nomme la Caisse des dépôts-consignations. Alors, la Caisse des dépôts-consignations, d'abord, je rappelle que c'est le principal financeur du logement social et il ne faudrait pas vider les financements du logement social. Au contraire, il faut les renforcer. Donc, je suis pour faire très attention aux fonds gérés actuellement par la Caisse des dépôts-consignations parce que, de mon point de vue, l'essentiel devrait aller au logement social. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, par exemple, ça commence à être ponctionné pour le nucléaire. Ensuite, le Caisse des dépôts et consignations n'a pas comme mission ou comme fonction de venir acheter du capital d'entreprise comme le fait la Banque publique d'investissement. Donc c'est pour ça que je vous dis que le vrai problème aujourd'hui, c'est la Banque publique d'investissement. Même si dans notre pôle public bancaire, on réunira, on rassemblera la Caisse des dépôts consignations, la Banque publique d'investissement et la Banque postale. Du coup, alors, quel serait le lien direct ou indirect entre ces fonds spéculatifs et le gouvernement lui-même? Très bonne question, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que les gouvernements, pas seulement celui-ci, les gouvernements depuis au moins 2014, donc avec Macron, ministre de l'économie, les gouvernements ont considérablement amplifié leur politique en faveur des fonds prédateurs par tout un tas d'avantages fiscaux nouveaux. Par exemple, quand vous faites un LBO, c'est-à-dire c'est un montage financier, vous imposez une dette à une entreprise, enfin vous achetez une entreprise, pardon, je suis fatiguée, en contractant une dette et vous faites ensuite payer cette dette à l'entreprise. Par exemple, quand vous faites un LBO, ce qui est ravageur pour les entreprises, acheter par le biais d'un LBO, parce que ça les endette énormément et ça leur fait payer une dette en aspirant toute la valeur créée par l'entreprise, quand vous faites un LBO, vous avez un avantage fiscal. Et ça, c'est pas normal. Bien, vous voyez. Quand, par exemple, vous aspirez la trésorerie d'une entreprise quand vous êtes un fonds prédateur par ce qu'on appelle des carried interest ou des management packages, des frais de gestion ou des voilà par exemple, et ben là vous avez aussi un avantage fiscal. C'est pas normal. Tout ça on l'abattra nous. Enfin on arrêtera tout avantage fiscal. Bien. Donc c'est pour vous montrer que les politiques menées depuis plus d'une décennie ont considérablement renforcé cette finance prédatrice. Donc il y a un lien direct entre ces gouvernements qui font des politiques en faveur de la finance prédatrice et évidemment cette finance prédatrice, mais aussi parce que je vous l'ai dit, il y a tout un système de pantouflage, d'aller-retour entre ces fonds d'investissement et les gouvernements. Par exemple, Monsieur Lescure, ministre de l'économie, a travaillé je ne sais combien de temps dans un fonds d'investissement canadien. Voilà, c'est tout simple. Et à l'inverse, il y a plein de ministres qui étaient en exercice qui sont maintenant dans des fonds d'investissement. Dans les détenteurs de ces fonds, est-ce qu'ils ont le pouvoir d'influencer des États? Ils n'ont même pas... Comment vous dire? En fait, il faudrait... Je ne sais pas si vous avez entendu l'audition de Bruno Le Maire en commission, dans ma commission d'enquête. Il n'y a pas besoin de les influencer. Ces ministres, par exemple Bruno Le Maire qui est resté ministre de l'économie pendant 7 ans, il est convaincu, il est absolument fan des fonds d'investissement. Et il dit d'ailleurs que pendant 7 ans, il ne regrette rien et qu'au contraire, il faut poursuivre, renforcer l'attractivité des fonds d'investissement, il faut qu'ils se développent et il ne faut surtout pas réguler les pratiques prédatrices parce que ce serait les dissuader. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin d'avoir d'influence, ils sont déjà convaincus, la Macronie. Ils sont déjà convaincus et ne serait-ce que par... et d'ailleurs, il y a ne serait-ce que le fait qu'il y ait ce système de pantouflage, de lien, d'aller-retour entre les fonds d'investissement et les gouvernements, ça interroge grandement. Hein. Mais ça fait dire qu'il n'y a même pas tant besoin d'un lobbying particulier. Quoi. Ils sont déjà dedans, quelque part. En tout cas, dans cette idéologie pro-fonds d'investissement. Oui, alors Bruno Le Maire qui ne sait pas. Alors Bruno Le Maire, quand même, en audition de commission d'enquête sous serment, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'un... Monsieur Bruno Le Maire, est-ce que vous pouvez nous parler des OCAPSA? Alors, est-ce que sur le chat, certains savent ce qu'est une OCAPSA? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, oui, je connais l'OCAPSA, ou pas? Ah, oui, alors, quelqu'un me répond oui, donc je suppose que c'est le cas. Alors, l'OCAPSA, la plupart vous me dites non, mais vous n'avez pas été ministre de l'économie pendant 7 ans. Donc, mais vous vous dites qu'un ministre de l'économie pendant 7 ans, il connaît un des principaux mécanismes financiers prédateurs de notre économie, pas vrai? OCAPSA, O-C-A-B-S-A. Voilà. Donc vous vous dites, un ministre de l'économie pendant 7 ans, Bruno Le Maire, il sait ce qu'est un OCAPSA. Peut-être pas vous, encore qu'il y en a qui disent que oui, mais un OCAPSA, c'est un mécanisme qui permet, pour un fonds prédateur, d'aller capter le capital d'entreprise et ensuite de se rémunérer par une émission d'actions. Donc vous faites sortir des actions de l'entreprise à gogo et du coup, vous créez des actions à gogo de l'entreprise, d'accord?
Et du coup, bah, ça fait chuter le cours de l'action, mais vous, ça vous enrichit. Je fais vite, hein. Et ça, c'est un mécanisme qui ruine les petits actionnaires qui étaient déjà présents. C'est un mécanisme qui fait chuter le cours de l'action de l'entreprise et qui, du coup, saccage l'entreprise elle-même et tous les emplois, les salariés, la production. Sachez que les OCAPSA, c'est ce qui domine aujourd'hui, c'est ce qui saccage des grandes entreprises comme Valdune, les Forges de Tarbes, les Fonderies de Bretagne, Oplata, qui est une exploitation minière de Guyane, etc. C'est quand même pas rien, hein. C'est des milliers et des milliers d'emplois en France. Bien. Eh bien, monsieur Bruno Le Maire, quand je l'ai interrogé, m'a dit non, je ne sais pas ce qu'est un OCAPSA. Alors là, évidemment, je me suis dit dans ma tête, il aurait peut-être mieux fait, plutôt que d'écrire des bouquins, voilà, il aurait peut-être mieux fait, du coup, pendant ce temps-là, de bosser les dossiers de la finance. Bien. Eh bien, l'OCAPSA, voilà, c'est pour vous dire que c'est précisément une pratique prédatrice qu'il faudra interdire en France. Il faut savoir que les OCAPSA, c'est par exemple un fonds crapuleux comme Alpha Blue Océan, qui est basé aux Bahamas, dont le responsable s'appelle Pierre Vanineuse, qui est un Français exilé aux Bahamas, que j'ai jamais pu auditionner en commission d'enquête parce qu'il est aux Bahamas, et qu'en commission d'enquête, vous n'avez le droit de, enfin, vous ne pouvez obliger que des gens qui sont basés en France. Et donc, il m'a nargué sur les réseaux sociaux. Coucou, je suis là, mais je viendrai pas. Voilà. Et c'est abominable parce que Alpha Blue Océan, c'est lui qui a toutes ces usines là. Valdune, il a mis la main sur Valdune, sur plein d'usines de sidérurgie et donc sur des milliers d'emplois français. Et donc nous, on a un gouvernement qui a autorisé et même favorisé la captation de ces entreprises par Alpha Blue Océan, donc par ce fonds crapuleux. C'est juste ahurissant. Voilà. Dernière question peut-être, concernant les fonds étrangers, est-ce qu'on peut s'en passer? Bah déjà, nous, on n'est pas contre le fait qu'il y ait des financements étrangers. On est contre le fait que ce soit comme chez Mémé. C'est-à-dire que les fonds étrangers viennent, captent tout ce qu'ils veulent, font de la France une colonie numérique, par exemple, en allant capter tous les data centers, aillent piller nos entreprises et piller la valeur créée par nos travailleurs, aillent dézinguer notre production française, aillent profiter de la sécurité sociale quand, par exemple, ils ont mis la main sur des laboratoires d'analyse médicale, parce que c'est ça qui se passe, hein, quand vous allez mettre la main, quand un fonds étranger comme le fonds suédois Equity met la main sur des laboratoires d'analyse médicale, en fait, c'est pour profiter de vos cotisations sociales et de la sécurité sociale. Voilà, nous, on est contre. Donc, en fait, pourquoi pas des investissements étrangers, mais de façon extrêmement contrôlée, régulée, en fonction des besoins de la France. Et c'est pas juste banco, allez-y, quoi. Voilà, ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà, c'est peut-être la fin, en vous disant, en tout cas, comprenez bien que la bataille de la production contre la finance, la bataille pour la souveraineté économique de ce pays, ce sera un des thèmes majeurs de notre campagne présidentielle. Voilà, et je vous dis au revoir à tous. Merci à tous qui ont contribué sur le chat. À très bientôt. Et je ne sais pas comment on termine cette... Ah si, il y a un bouton fin, ça doit être là, ça doit être ça. Voilà. Salut